Bien, dans cette leçon, nous allons voir une difficulté qui arrive très très souvent dans le calcul d'une grandeur physique à l'aide d'une formule en physique. Là, j'ai choisi la physique, mais ça peut être la chimie, ça peut être une autre matière. Pour cela, j'ai pris quelques formules qui sont là. Ça, c'est pour calculer le poids. Ça, c'est pour calculer soit la fréquence, soit la longueur d'onde d'une onde électromagnétique ou d'une onde mécanique, peu importe. Sachez que la fréquence ici est notée par le symbole nu. J'aurais pu mettre F aussi, vous voyez, j'aurais pu mettre F pour simplifier un peu les choses, mais sachez que pour les ondes électromagnétiques, la notation qu'on trouve très très souvent, c'est nu. F, comme ça, c'est pour les ondes mécaniques. Mais on peut l'utiliser aussi pour les ondes électromagnétiques. Ici, vous avez aussi une formule qui relie l'énergie à la longueur d'onde, sachant que le H, ici, on appelle ça une constante. En fait, c'est une constante, je vous ai donné sa valeur, elle est là. Et puis, l'unité de cette constante, c'est joule seconde. C'est la multiplication, vous voyez. Ça s'appelle la constante de Planck. Lambda, c'est la longueur d'onde. C, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Là aussi. Vous voyez, j'ai noté la valeur de la célérité C de la lumière dans le vide. Ou des ondes électromagnétiques dans le vide. Des ondes électromagnétiques dans le vide. Si j'avais pris des ondes mécaniques, admettons les ondes acoustiques par exemple, j'aurais pris 350 mètres par seconde par exemple. Bon là, j'ai choisi la lumière, mais ça n'est pas la célérité qui m'intéresse ici, c'est la méthodologie pour faire un calcul et ne pas se tromper. C'est ça l'intérêt de la leçon. La dernière formule, D égale à V fois delta T. Bon, ça c'est une formule qui relie la distance, la vitesse et la durée pour n'importe quel phénomène physique. Bien, parmi ces formules, il y en a peut-être que vous ne connaissez pas, mais l'essentiel, ce n'est pas la formule, c'est la méthode et c'est la conclusion qu'on va donner à la fin de la leçon. Donc, regardez pour la première formule, vous avez P égale à 1 fois G. Bon, c'est une formule classique qui relie le poids d'un objet, sa masse, et G qui est l'intensité de la pesanteur ou l'accélération de la pesanteur. Vous voyez, je vous ai donné la valeur ici, 9,81, soit newton par kilogramme, soit mètre par seconde au carré. À chaque fois, s'il y a deux unités semblables qui correspondent à une grandeur physique, je vous les donnerai. Comme ça, vous saurez quand même qu'il existe deux unités. Vous voyez que là, je peux exprimer soit avec cette unité, soit avec celle-là. C'est la même chose, vous voyez. C'est dans le système international. Une seule chose que vous devez savoir quand même pour comprendre cette leçon, ce sont les unités du système international. Voilà, revoyez la leçon sur les unités du système international. Vous avez 7 unités fondamentales et les autres se trouvent comme combinaison de ces unités-là. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc ici pour la leçon, je vais commencer d'abord par la première formule qui est là, ensuite la deuxième, troisième, quatrième. Bien, intéressons-nous maintenant à la première formule qui demande le calcul du poids P. Bien, on vous pose la question, donc voilà, sur le sujet, vous avez le G qui est donné, vous avez la masse de l'objet aussi qui est donnée, et vous devez calculer le poids P. Donc je vais commencer déjà par l'erreur qui arrive très très souvent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met P égale 100 fois 9,81. Donc vous calculez, vous trouvez 981.
Et donc, quelle est l'unité de cette valeur que vous trouvez? Vous allez marquer Newton, comme ça. Bien, regardons si c'est vraiment des newtons que vous avez trouvé. Est-ce que c'est vraiment des newtons? Ça, c'est l'erreur qui arrive à 90%. Donc, regardez un petit peu. Il faut bien comprendre les choses. Vous voyez que j'ai fait la multiplication de deux grandeurs physiques, la masse et l'accélération de la pesanteur. Donc, ça n'est pas compliqué. Quelle est l'unité de la masse que j'ai utilisée ici? C'est grammes. Donc, je mets grammes. Voilà. Quelle est l'unité maintenant de l'accélération de la pesanteur? Donc, j'en ai deux. Celle-là ou celle-là. Bon, là où il y a le kilogramme newton, ça m'intéresse plus, mais on peut mettre celle-là aussi. C'est la même chose. Bon. Je vais marquer newton, mais le tout divisé par kilogramme. Sachez que les unités, c'est comme les mathématiques, donc c'est une fraction. Bien. Voilà la combinaison des grandeurs physiques que vous avez utilisées, et voilà l'unité que ça me donne, ce produit qui est là. Donc, si ici, au lieu de mettre n, vous mettez cette unité-là, vous voyez, vous mettez gramme, newton par kilogramme, comme ça. Ben, si vous donnez cette unité-là, c'est que vous avez compris un principe déjà. C'est déjà pas mal, parce que donner cette unité-là, ben, ça n'est pas faux, puisque vous avez utilisé des grammes, vous allez utiliser des newtons par kilogramme, donc ça donne ça. Vous voyez, cette unité-là, elle est valable, bien entendu, d'après la position du calcul. Mais pas n. Vous voyez que là, j'ai n, mais j'ai autre chose avec. Bien. Donc là, vous avez déjà compris une chose, c'est que si vous donnez cette unité qui est là, qui est encadrée en noir ici, c'est que vous avez compris quand même que vous avez utilisé des grammes, que le G il est en newton par kilogramme, etc., etc. Mais si vous avez compris ce principe-là, c'est-à-dire écrire l'unité sous cette forme-là, là, c'est que vous pouvez comprendre quand même que l'unité du système international du poids, hein, c'est le newton. On peut trouver newton, on peut trouver millinewton, on peut trouver toutes les sous-unités de newton, si vous voulez. Voilà. Ici, j'ai newton. Vous voyez qui est là. Si je ne veux garder que n, newton, il faut que le gramme et le kilogramme se simplifient. Vous voyez? Mais pour qu'ils se simplifient, hein, il faut qu'ils soient identiques. Parce que gramme par kilogramme, je ne peux pas les simplifier comme ça. Vous voyez, si j'ai kilogramme, je peux les simplifier. Si j'ai gramme et gramme, je peux les simplifier, mais pas gramme, kilogramme. Donc, quel est le problème qui s'oppose? Le problème qui s'oppose, c'est un problème de conversion. Vous voyez? Conversion d'une grandeur physique. De deux choses l'une. Ou bien on convertit les kilogrammes en grammes, et dans ce cas-là, c'est ici qu'il faut faire la conversion, chose qu'on peut faire, mais franchement, c'est là vraiment... on ne trouve même pas cette solution sur 0,1% de problème. Vous voyez, donc ça, c'est faisable, mais ce n'est pas ce que l'on fait d'habitude. Donc, au lieu de convertir kilogramme en grammes et donc s'attaquer à G, c'est une solution qui n'arrive pratiquement jamais. Mais je peux convertir gramme en kilogramme. Vous voyez, ici. Donc ça, c'est facile, puisque j'ai la masse qui est donnée en grammes, ben, il suffit que je la convertisse en kilogrammes. Vous voyez? Donc, c'est vraiment la méthode qu'il faut faire pour trouver des newtons. Donc, je vais faire ce travail. Donc, M qui est égal à 100 grammes. Vous voyez, comme ça ici, j'aurai kilogramme, parce que ce gramme-là,
vient de M. Et cette unité-là vient de G, c'est-à-dire newton sur kilogramme, vous voyez? Donc ça, bon, ça pose aucun problème, 100 fois 10 puissance moins 3 kilogrammes. Hein, c'est 0,1 kg. Donc, on passe au calcul de P. Donc, P égale 0,1, qui est la masse en kilogrammes, multiplié par 9,81, qui est la valeur de G. Voilà, donc ça me donne 0,981 newton. Donc, vous voyez pourquoi newton? On va le faire en rouge. Ici, j'ai kilogramme, voilà, multiplié par, ici, j'ai newton sur kilogramme, vous voyez, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On simplifie par kilogramme. Donc, vous voyez, c'est l'explication que je vous ai donnée ici. Pour simplifier gramme et kilogramme, bien sûr, il faut que le gramme soit converti en kilogramme, vous voyez? Et ça me donne des newtons. Voilà pour cette première formule. Donc, on va écrire la conclusion juste après. Bien, la conclusion qu'on doit tirer de cette première formule, c'est que c'est une formule dans laquelle j'ai une constante. Je vais l'encadrer en rouge. C'est G, qui est donnée ici. Et elle est donnée dans le système international d'unité. Vous voyez? C'est ici. Donc, sachez que pour faire un calcul, eh bien, il faut que toutes les autres grandeurs qui y avec cette constante doivent être exprimées dans le système international. Donc, pour M, SI, obligatoirement, donc ça va me donner des kilogrammes. Et pour P, obligatoirement, on doit trouver un résultat dans le système international, et ça va être le newton. Voilà pourquoi on convertit la masse en kilogrammes. Ça n'est pas pour le plaisir de le faire. Pourquoi? Parce que si vous trouvez l'unité que j'ai trouvée tout à l'heure, vous voyez, tout à l'heure j'ai trouvé gramme, newton par kilogramme, vous voyez? Quelqu'un qui est logique et qui fait le calcul et qui est dans cette unité, c'est très très bien, vous voyez? C'est très bien ce que la personne a réfléchi sur les unités, vous voyez? Elle n'a pas donné qu'au newton, voilà, il s'est dit, j'ai utilisé des grammes, des newtons, des kilogrammes, donc voilà l'unité. Seulement cette unité, ça ne parle pas. Ça ne nous dit rien, si vous voulez, vous voyez? Si vous dites à quelqu'un, bon, j'ai trouvé pour le poids 90 grammes newton par kilogramme, voilà, il ne va rien comprendre, vous voyez? Donc, cette unité, bien sûr, même si elle est valable dans la, comment dirais-je, la compréhension des choses et dans la logique des choses, elle ne nous parle pas, vous voyez? Donc, c'est le newton qui nous parle. Pourquoi? Parce que c'est l'unité d'une force. Et c'est pour cela qu'il faut convertir les masses en kilogrammes pour que ça se simplifie et qu'il n'y a que le newton qui reste, voilà. Et d'ailleurs, si vous avez pris des mètres par seconde au carré, voilà comment on peut faire les choses, vous voyez, regardez. Si j'avais pris par exemple P égale à M fois G, donc M, on va la prendre en kilogrammes, G, mètres par seconde au carré. Donc sachez que cette unité n'est rien d'autre que des newtons, c'est-à-dire 1 gramme, 1 kg mètre par seconde au carré, c'est 1 newton. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et si vous voulez vérifier ça, eh ben,
vous savez, la deuxième loi de Newton, vous voyez, regarde, deuxième loi de Newton. Tout à l'heure, je vous ai parlé des unités du système international. Il y en a sept qui sont fondamentales. Hein, c'est le mètre, seconde, kilogramme, mol, Kelvin, ampère, hein, etc. Le candela. Mais le Newton, il ne fait pas partie, bien sûr, de ces 7 unités de base, vous voyez. Mais c'est une combinaison des unités de base. Parce que vous voyez, là, vous avez le kilogramme, vous avez ici le mètre, vous avez seconde. Vous voyez, on peut écrire ça, M, c'est-à-dire la masse, L, c'est-à-dire les mètres, et T-2. Vous voyez, ça, c'est la dimension du Newton, vous voyez. Attention, M majuscule, ça veut dire la masse, hein, kilogramme. Donc, je reviens à la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante. La somme des forces extérieures égale à MA. Vous voyez? Donc, les forces, c'est quoi? L'unité, c'est Newton. Voilà. La masse, c'est kilogramme. Et une accélération, c'est mètres par seconde au carré, vous voyez? Donc, vous voyez que je trouve qu'un Newton, c'est kilogramme mètre sur seconde carré, ce qui est là. Seulement, prendre G mètre par seconde au carré, il fallait penser à tout ça, mais c'est juste quand même. Hein, c'est pour cela que j'ai pris Newton par kilogramme, c'était plus parlant et plus rapide pour nous. Donc, moralité, dans cette formule, et dans les autres qu'on va voir aussi, hein, donc vous allez voir, ce sera la même technique. Vous avez une constante exprimée dans le système international, obligatoirement les autres grandeurs physiques doivent l'être aussi. Donc pensez à ça avant de faire un calcul, regardez la formule, qu'est-ce qu'il comporte comme grandeur physique et qu'est-ce qu'il comporte aussi comme constante physique dont on connaît l'unité, vous voyez, comme l'accélération de la pesanteur ici. Voilà pour la première formule. On va attaquer la deuxième formule et vous allez voir, ça va être la même technique, seulement je vais la répéter sur les formules qui vont suivre et à force, hein, vous allez comprendre et ça va rentrer un petit peu dans la tête. Bien, vous avez une formule aussi qui est donnée. Sachez que nu, c'est la fréquence, c, c'est la célérité des ondes électromagnétiques dans le vide, lambda, c'est la longueur d'onde. Donc, dans cette formule, par exemple, hein, on vous la donne et on vous demande, on va prendre lambda égale à 500 nanomètres. Voilà. Voilà, donc ça, c'est dans le visible. 500 nanomètres, calculer la fréquence. Donc, quelle est la fréquence de ces ondes-là qui ont une longueur d'onde de 500 nanomètres? Bien, donc le problème, bien sûr, il est simple. Donc, je commence toujours par l'erreur et après, on va vers la solution. Donc, et sachez que l'erreur dont je parle, ça arrive à 80%. Oui. Donc, nu, voilà, on fait comme ça, 3, 10 puissance 8, divisé par 500. Voilà, on fait comme ça. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un résultat qu'on écrit 6,010 puissance 5. Bien sûr, on calcule et puis on a confiance en soi et on donne l'unité de la fréquence qu'on connaît. Bon, on sait que la fréquence c'est en Hertz. Donc on va mettre Hertz, voilà. Et juste pour rappel, Hertz aussi c'est seconde moins 1. Voilà. Donc, vous devez absolument connaître les deux unités. Très bien. Bon, voilà, donc on a fait le calcul, on a trouvé ça. Si on raisonne un petit peu par la logique, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai pris la célérité, donc c'est mètres par seconde, donc je vais marquer m, s, moins 1. Voilà.
Et j'ai divisé ça par la longueur d'onde qui est en nanomètres. Sachant qu'un nanomètre égale à 10 puissance moins 9 mètres. Voilà. Divisé par nanomètre. Donc voilà l'unité que quelqu'un qui réfléchit un peu doit mettre ici, pas Hertz. Il doit mettre cette unité-là. Et si on met cette unité-là, ben, c'est logique. Vous voyez, moi j'ai calculé, j'ai pris lambda en nanomètres, j'ai pris la célérité en mètres par seconde, ben, je trouve ça et je donne l'unité qui est là. C'est comme tout à l'heure, cette unité, il ne nous dit rien. Et donc il trouve cette unité, seulement cette unité, il ne nous parle pas et ne nous dit rien. Vous voyez? Vous dites à quelqu'un, j'ai trouvé 6, 10 puissance 5 mètres, seconde moins 1, divisé par nanomètre pour une fréquence, alors que la fréquence, c'est Hertz, mégahertz, vous voyez, mégahertz, gigahertz, millihertz, pourquoi pas, etc., etc. Bon, et quand on fait ça, bon, on n'est pas dans ces unités-là, même si en écrivant bien sûr les mètres, les nanomètres, etc. Voilà, on n'est pas dans ces unités-là. Donc, ça n'est pas une façon de faire, si vous voulez, faire un calcul de façon correcte et logique, si vous voulez. Bien, donc, on voit que la fréquence, c'est Hertz ou bien seconde moins 1. Donc, je vois qu'il y a seconde moins 1 ici, vous voyez, là. Donc, ça va, là. Seulement, j'ai mètres et nanomètres. C'est comme tout à l'heure, les grammes et les kilogrammes, vous voyez. Et ça tombe bien, parce qu'à chaque fois, j'ai la division, j'ai le rapport, pardon, de la même grandeur physique, vous voyez, qui peuvent se simplifier. Seulement, si on doit les simplifier ici, il faut qu'ils soient les mêmes, mètre sur mètre ou nanomètre sur nanomètre. Donc, on revient au même problème que tout à l'heure. Donc, soit on convertit mètre en nanomètre, et dans ce cas-là, il faut s'attaquer à la célérité. Pourquoi pas, hein, parce qu'un mètre, c'est 10 puissance 9 nanomètres. Et donc, ça va être ici 10 puissance 17, là. Mais ça n'est pas vraiment le chemin qu'on suit, vous voyez, hein, le chemin qu'on suit, c'est convertir la grandeur physique qui est donnée, vous voyez, en nanomètres. On va la mettre en mètres, à condition de connaître la conversion aussi. D'accord? Donc, nanomètre ici, je vais le mettre en mètres. Et si je le mets en mètres, eh bien, les choses vont se simplifier et je vais trouver le bon résultat. Hein, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais noter en rouge quand même. Conversion obligatoire, vous voyez, pour trouver quelque chose de logique et qui nous parle. Et en plus, quand on vous demande de calculer des grandeurs physiques, parfois c'est pour les comparer à d'autres. Et si on vous donne une fréquence en Hertz, en gigahertz, et vous trouvez des mètres, seconde moins 1 sur nanomètre, ben, vous n'allez pas finir le travail, vous voyez. Donc, lambda égale 500 nanomètres. Et ça va nous donner 500 fois 10 puissance moins 9 mètres. Bien, maintenant je calcule la fréquence égale, maintenant que j'ai la célérité qui est donnée mètres par seconde, j'ai ici lambda en mètres, et ça me donne 10 puissance 14 Hertz ou seconde moins 1. Alors, comment trouver ça? C'est comme tout à l'heure, vous voyez, regardez, je vais remettre les unités. La célérité ici, c'est mètre S-1. Ça, c'est la célérité qui est là, l'unité, vous voyez? Là, je vais mettre les unités. Divisé par mètre, vous voyez? Là, c'est des mètres. Donc, je simplifie et j'ai des secondes moins 1, vous voyez? Et ces secondes moins 1, ce sont des hertz.
Donc, pour faire une petite conclusion, ici, dans la formule que je dois utiliser, là, j'ai une constante exprimée dans le système international. Vous voyez? Donc, cette constante m'oblige à convertir toutes les grandeurs physiques qui sont avec elle dans la formule dans le système international. Vous voyez que c'est SI, il est donné en SI, donc c'est mètres par seconde. Va m'obliger lambda SI, comme c'est une longueur, donc c'est mètres. Et bien sûr, la fréquence que je vais trouver, ça sera en SI, et ça sera des Hertz ou bien des secondes moins 1. Donc retenez cette chose-là, encore une nouvelle fois. Vous avez une constante physique exprimée dans le système international, et bien je dois exprimer les autres dans le système international. Donc, je rappelle que vous devez savoir les unités du système international. Bien, là, je vous rappelle les 7 unités qui sont fondamentales. Hein. La longueur, c'est mètre. La masse, c'est en kilogrammes. Le temps, c'est en secondes. Quantité de matière, c'est des moles. L'intensité électrique, ampère. Température, Kelvin. Intensité lumineuse, le candela. Vous voyez, ça, ce sont les unités de base. Les autres unités, je vais les mettre en vert. Je vais vous donner juste 3 unités. Allez, le newton. Hein, tout à l'heure, je vous ai montré avec la deuxième loi de Newton, c'est kilogramme, mètre, S-2. Ah, je vais mettre comme ça, voyez. Par exemple, joule. Si vous cherchez à exprimer une unité dans le système international qui ne fait pas partie des 7 unités de base, pensez à une formule en physique qui donne cette unité-là. Vous voyez que là, pour Newton, j'ai pensé à la deuxième loi de Newton. Si vous voulez, F égale à M fois A. Pour Joule, par exemple, vous voyez, je vais penser, admettons, je ne sais pas moi, l'énergie, par exemple, potentielle cinétique. Un potentiel, c'est quoi? C'est M, G fois H. Vous voyez, ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, il est composé de quoi? Il est composé de la masse, c'est en kilogrammes, vous voyez, là. G, c'est l'accélération de la pesanteur, donc c'est M, S moins 2, c'est une accélération. Et puis H, c'est mètre. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve kilogramme, mètre carré, parce que mètre fois mètre, ça fait mètre carré, S moins 2. Vous voyez? Par exemple, watt, par exemple, vous voyez, watt, pensez à une formule, ben, les watts, c'est quoi? C'est une énergie divisée par un temps, vous voyez, comme ça. L'énergie, c'est des joules, on vient de trouver les joules, comme ça, voilà. Donc, ça va être kilogramme, mètre carré, S moins 2, et le S qui est là, il monte, il devient, donc, ça devient S moins 3. Vous voyez? Etc., etc. Vous voyez là, je vous donne juste l'idée, et puis, je suis sûr que vous avez compris comment il faut faire. Bien, voilà pour la deuxième formule. On va s'attaquer à la troisième, donc, on va redire la même chose. Hein, c'est vraiment la conclusion de la leçon. Hein, c'est ce que je dis à chaque fois, à la fin de chaque calcul. Bien, voilà la troisième formule. Hein, c'est delta E égale à HC sur lambda. C'est quoi delta E?
je vais noter ça ici, delta E, c'est la valeur absolue, hein, E0 moins E1. Donc ici, j'ai choisi une émission, donc vous avez une particule qui est excitée au niveau d'énergie E1 et se désexcite en passant au niveau fondamental E0. Et en se désexcitant, bien sûr, il y a émission d'une onde ou d'un photon. Donc photon ou onde, tout dépend bien sûr parce que les deux choses sont équivalentes, de fréquence nue et de longueur d'onde lambda. Et on vous dit que le delta E, dans ce cas-là, hein, j'ai choisi une valeur quelconque, c'est pour faire le calcul. Hein. Donc, je choisis ici 3,5 électron-volts. Hein, sachez que l'électron-volt, c'est une unité d'énergie. On l'utilise lorsque l'énergie est très faible. Et donc, c'est dans ce domaine-là qu'on utilise les électron-volts. Hein. C'est au niveau atomique hein, et au niveau des particules. Donc, on vous demande de calculer lambda. Donc, c'est lambda qu'on cherche à calculer ici. Lambda. J'aurais pu calculer la fréquence. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Sachez que cette formule, elle vient de... Voilà, je vais vous écrire ça pour ceux qui ont déjà vu ces formules-là, parce que c'est important quand même de les retrouver. Ceux qui n'ont jamais vu cette formule, bon, sachez que c'est une formule physique avec des grandeurs physiques, et puis c'est la conclusion qu'il faut retenir et la méthode. Ceux qui ont déjà vu ça, en fait, on part de H fois nu, hein, la formule qu'on a vue avant, et sachant que nu égale à C sur lambda, vous voyez. Donc vous voyez qu'on combine ces deux formules-là. Hein, je remplace nu ici, là, et ça me donne delta E égale à H C sur lambda. Voilà devient cette formule-là. Bien, maintenant pour le calcul, je commence toujours par le mauvais calcul, ou le calcul bien sûr qui n'est pas attendu en tout cas. Hein. C'est HC sur delta E. Voilà. Et en plus, je commence toujours par le calcul qui arrive, parce que moi je l'ai rencontré dans les corrections d'examen, dans les corrections de concours, ben, on le retrouve à tous les niveaux, si vous voulez, scolaires, vous voyez. Donc c'est important quand même de faire attention, voilà, parce que ça n'est pas compliqué à comprendre. Hein. C'est pour cela que je consacre cette leçon sur ce thème. Bien, application numérique, lambda égale, donc je remplace par H662 10-34. Parfois vous trouvez 6,63, ça dépend bien sûr des exercices, fois 3,010 puissance 8, hein, je remplace par les valeurs tout simplement, et je divise par 3,5. Voilà. Donc je trouve une valeur de lambda, ici, de 5,7 fois 10 puissance moins 26. Donc ça, c'est lambda. Bon, qu'est-ce qu'on va écrire alors? Tout dépend. Donc vous voyez que soit on sait qu'il faut l'écrire dans le système international, et dans ce cas-là, on va écrire mètre. Sinon, on se dit, tiens, la longueur d'onde, on l'a toujours vu en nanomètres, etc. Et donc, je mets nanomètre. Bon, voilà, une des deux. Mais sachez que c'est la mauvaise réponse. Ça, c'est la mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que si je regarde les unités ici, donc j'ai joule, point seconde, ça c'est la constante de Planck. Mètre S-1, c'est la célérité.
divisé par électron-volt. Donc, vous voyez que je simplifie par les secondes, voilà. Donc j'ai mètre, effectivement, là, mais je n'ai pas mètre tout seul, vous voyez. J'ai joule, mètre, par électron-volt. C'est-à-dire joule, mètre, par électron-volt. Donc quelqu'un qui est dans cette unité à la place du mètre, on va dire que c'est une personne qui raisonne et puis qui réfléchit et puis qui respecte un petit peu les unités, etc. Seulement, cette unité, si on vous demande par exemple, vous voyez tout simplement, on vous donne un axe avec des longueurs d'onde en nanomètres. Vous voyez, 400, 800, c'est le visible, à peu près. Parfois, vous trouvez 750 ici, visible. Ici, infrarouge. Là, vous avez UV, X, gamma. On vous donne un axe comme ça et on vous demande où se trouve, dans quelle partie se trouve ce photon. Est-ce que c'est un photon UV, X, visible, etc. Or, vous trouvez quelque chose comme ça avec cette unité-là, vous voyez, qui n'a rien à voir avec nanomètre ou avec mètre, si vous voulez, vous voyez. Parce que si on a des mètres, on peut les convertir en nanomètres. Mais si j'ai cette unité joule, mètre par électron-volt, eh bien, ça ne nous avance pas très très loin. Bien, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, conversion. Donc, vous notez ça. À chaque fois, je note conversion obligatoire. Et on va voir ça tout de suite. Donc, je rappelle l'unité qu'on a trouvée pour lambda. On a trouvé joule, mètre, électron-volt. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure. On a toujours le rapport de d'une même grandeur, si vous voulez. Soit énergie, soit masse, soit distance, soit... Vous voyez? Bon, là, de deux choses l'une. Ou bien je convertis les joules en électron-volt. Et dans ce cas-là, je vais m'attaquer à la constante qui est donnée. Ou bien je convertis l'électron-volt en joule. Et dans ce cas-là, je vais m'attaquer à delta E qui est donné. Donc le chemin qui est toujours suivi, c'est de ne jamais convertir la constante physique. Quoique c'est possible, on peut le faire. Mais c'est mieux de convertir quand même la donnée sur l'énergie que la constante. Sachez que tout est faisable, tout dépend du temps qu'on consacre, tout dépend du savoir-faire qu'on a, tout dépend, voilà. Bon. Mais sachez que le plus simple, c'est toujours convertir la donnée de la grandeur physique, pas la constante physique, c'est le plus simple. Donc là, je vais convertir les électron-volts, je vais les convertir en joules. Seulement, bien sûr, vous allez me dire, mais comment on va faire ça? En fait, dans le sujet, vous allez trouver un électron-volt comme ça, égal, on va vous donner ça, 1,6 10 puissance moins 19 joules, comme ça. Retenez ça. Ça sera donné sur le sujet. Vous voyez? Sachez que ça vient de la charge d'un électron. En fait, électron-volt. Vous voyez? C'est l'énergie d'un électron qui se trouve dans une différence de potentiel égale à 1 volt. Voilà, électron-volt. Bien, donc comment faire alors pour convertir 3,5? Il suffit de multiplier 3,5 par 1,6 10 moins 19. D'accord? Donc voilà, on va faire ça. Donc delta E, voilà, égale à 3,5 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et ça va me donner 10 joules. Et je reviens à mon calcul, donc je mets quoi? Je mets lambda égale, vous voyez, 6,62 10 moins 34, ça ne change pas, fois 3 fois 10 puissance fois 3, 3,010 puissance 8, divisé par 3,5 fois
1,6 fois 10 puissance moins 19. Vous voyez, je n'ai pas calculé ça, hein. Vous pouvez calculer ça et remplacer ça par sa valeur. Bon, moi, je calcule à la fin. Donc, on trouve, bien sûr qu'on doit trouver des mètres, on trouve 3,6 10 puissance moins 7 mètres. Et ça, c'est égal à 360 nanomètres. Là, je peux convertir maintenant en nanomètres. Et donc, vous voyez, ça se trouve dans le domaine des UV. Vous voyez? Voilà. Faites attention pour la conversion aussi, hein. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Je vais vous donner juste une petite méthode. Vous voyez, vous avez 1 nanomètre égal à 10 moins 9 mètres. Là. Or, moi, j'ai le mètre que je dois convertir en nanomètre. Donc, si vous mettez 1 mètre égal en nanomètre, c'est 10 puissance 9. C'est toujours le contraire, bien sûr, de ce qui est là. Moins 9, ça devient 9. C'est 1 milliard de nanomètres, vous voyez? Et si vous multipliez 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 7, ça donne 10 puissance 2. Et 10 puissance 2, c'est-à-dire 100 fois 3,6, ça donne 360. Évitez l'erreur que certains font. Et d'ailleurs, si on réfléchit, bien sûr, on ne la fait pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'un nanomètre égale à 10 moins 9 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit 1 mètre égale à 10 moins 9 nanomètres. Vous voyez? C'est pas logique. 1 mètre, c'est même pas 1 milliardième de nanomètre. C'est pas possible. Évitez cette erreur-là. Voilà. Mais sinon, à chaque fois, vous inversez. Vous voyez? 1 micromètre, 10 moins 6 mètres. Donc, 1 mètre, c'est 10 puissance 6 micromètres. Vous voyez? 1 mètre, c'est 10 puissance 6 micromètres. Vous voyez, on inverse la puissance, et c'est normal. Mathématiquement parlant, c'est ce qu'il faut faire. Bien, maintenant, quelle est la conclusion de tout ce travail-là? Donc, on cherchait lambda, HC sur delta E. Bon, H et C dans le système international. Bon, ça, il n'y a aucun souci sur ça. Voilà, ça, c'est SI. Donc, delta E, je dois la mettre en SI, vous voyez? Et SI pour l'énergie, ce sont 10 joules. Et donc, quelle serait l'unité de lambda dans ce cas-là? SI en SI, et puisque c'est une longueur, donc c'est des mètres. Bien, si je remplace par les unités maintenant, lambda, on cherche son unité, H c'est joules point seconde, la célérité c'est ms moins 1, divisé par, bien sûr, delta E c'est en joules, voilà. Et donc vous voyez que seconde se simplifie par, seconde moins 1 se simplifie par seconde, joule se simplifie par joule, et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des mètres, vous voyez? Vous voyez que les choses sont logiques, et avec ça, on peut comparer, on peut convertir après en nanomètres, hein, si on a envie, hein, nanomètres, en micromètres si on a envie, etc. Vous voyez, on peut convertir après à n'importe quelle unité concernant la longueur, mais la valeur, elle est trouvée en mètres, c'est ça qui est important, vous voyez, en mètres. Bien, passons maintenant à la dernière formule qui relie la distance, la vitesse et la durée, vous voyez. Donc là, j'ai un objet qui a parcouru, par exemple, 560 cm en 10 millisecondes. Et on vous demande de calculer la vitesse. Donc la vitesse ici, V égale à D sur delta T. Donc, application numérique, V égale à 560 sur 10. Ça me donne 56 cm par milliseconde. Donc voilà, donc je trouve la vitesse égale 56 cm par milliseconde.
est-ce que le résultat qu'on vient de trouver là est juste? Oui, le résultat est juste. Vous savez, parce que dans cette formule qui est donnée, il n'y a aucune constante physique exprimée dans le système international. Donc là, vous avez la liberté totale. Hein, je peux, moi, garder 56 cm par milliseconde. Vous voyez? Et il y en a qui, pour eux, dans la tête, la vitesse, c'est en mètres par seconde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils convertissent D en mètres. Vous voyez, donc 5,6 mètres. Ils convertissent delta t aussi en secondes. Donc ça fait 10 moins 2 secondes. Et ils calculent V égale à D sur delta t, qui est égal à 5,6 divisé par 10 moins 2. Et ça donne 5,6 10 puissance 2 mètres par seconde. Bien. Bien sûr que lorsqu'on vous demande de calculer V et qu'on ne précise rien sur la question, c'est-à-dire on ne vous demande pas de calculer en mètres par seconde, on ne vous demande rien du tout. Si vous donnez ce résultat-là, il est juste. Si vous donnez ce résultat-là, il est juste aussi, puisque vous avez converti, même si ce n'est pas demandé, eh bien vous l'avez fait, c'est juste. Donc, ici, bien entendu, vous avez la liberté, bien sûr, d'exprimer l'unité de la vitesse comme vous voulez, vous voyez. Bien, on a trouvé que V égale à 56 cm par milliseconde. Hein, ce sont les unités ici. Et on a trouvé aussi, si on convertit en mètres et en secondes, on a trouvé 5,6 fois 10 puissance 2 mètres par seconde. Bon, j'ai dit que les deux réponses sont justes, sauf si dans la question, on précise l'unité. Si on vous dit en mètres par seconde, vous êtes obligé de convertir ça en mètres, ça en secondes et faire le calcul. Sinon, vous avez la liberté de l'unité que vous utilisez, vous voyez. Moi, je vais vous montrer juste, admettons, vous faites ce calcul et vous cherchez à convertir en mètres par seconde. Vous voyez? Là. Donc, vous voyez, regardez comment vous faites. V égale 56. Et ça, c'est valable pour toutes les unités, bien sûr, composées, où il y a beaucoup d'unités en fractions, en multiplication. Vous voyez? 56 cm par milliseconde, faites comme ça, vous voyez, centimètres divisé par milliseconde. Sachez que les unités, les fractions, c'est comme en mathématiques. C'est-à-dire, vous avez 56 fois ça. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous convertissez chaque grandeur physique. Vous voyez, regardez, je vais marquer ici. Égal à 56, je ne vais pas toucher 56. Vous voyez, vous ne touchez jamais le nombre qui est à gauche. Consacrez-vous juste aux unités, parce que après vous allez trouver une puissance de 10 en général, vous voyez. Donc, là, 1 cm, ça fait combien de mètres? Ça, c'est comme si vous avez 1 cm, une milliseconde. Donc, 1 cm, ça fait combien de mètres? Ça fait 10 moins 2 mètres. Voilà. Une milliseconde, ça fait combien de secondes? Ça fait 10 moins 3 secondes. Donc, vous voyez, j'ai déjà mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit juste de mettre 10 moins 3 en haut, ça devient 10 puissance 3. Et puis, le travail est terminé. Vous voyez, donc vous faites comme ça. 56 fois 10 puissance moins 2, ici, fois 10 puissance 3. Ça, c'est mètres par seconde. Et ça fait... et ça fait 10. Donc, ça fait 56 fois 10. Et donc, ça donne 560 mètres par seconde. Ou bien 5,6 10 puissance 2 mètres par seconde. Vous voyez?
Ça, c'est ce qu'on a trouvé ici, vous voyez. Voilà, ça c'est juste un petit clin d'œil vers les conversions d'unités composées, hein, tout simplement. Bien, pour donner une conclusion, bien sûr, à cette leçon, là j'ai noté pour calculer une grandeur physique. Hein, la grandeur, ça peut être aussi en chimie, hein, si on cherche à calculer une concentration molaire, massique ou autre, tout dépend de la formule. Donc, pour calculer une grandeur, dans le cas général, j'ai mis petit 1, c'est la formule comporte une ou plusieurs constantes exprimées dans le système international. Voilà, une ou plusieurs. Dans ce cas-là, tout doit être converti dans le système international, obligatoirement. Bon, il faut bien le noter. Ah, là, je vous ai rappelé la formule de delta E HC sur lambda. Vous voyez souvent aussi dans cette formule, tout à l'heure, j'avais donné l'exemple où on a delta E, on vous demande lambda. Mais parfois, on vous donne lambda, en nanomètres, on vous demande de calculer delta E, par exemple. Donc, si vous ne convertissez pas lambda en mètres, vous voyez, lambda en mètres, eh bien, tous vos calculs sera faux, vous voyez. Donc, obligatoirement, là, par exemple, puisque le H et le C sont dans le système international, hein, lambda doit être en mètres, obligatoirement. Si on vous la donne en mètres, ben, très bien. Si on vous la donne en micromètres, nanomètres ou autres, obligatoirement la convertir en mètres pour trouver delta E en joules. Ben, une fois qu'on trouve des joules, après on peut convertir en mégajoules, gigajoules, millijoules, tout ce qu'on veut. Hein, je vous demande pour le premier calcul, la première unité que vous devez trouver, et après on peut utiliser les sous-unités bien sûr de l'unité qu'on a trouvée. Donc voilà, faites très attention à ça, et j'espère que vous avez compris un peu le message hein, qui est derrière cette leçon, où les erreurs arrivent très très souvent, et, alors que comprendre le problème, c'est très très simple. Hein. Une fois qu'on a compris un petit peu comment faire, ben après, il suffit juste de réfléchir et puis de faire attention. Sauf si on ne connaît pas, bien sûr, les unités du système international, etc. Bon, là, ça complique un peu les choses. Deuxième conclusion, c'est la formule ne comporte aucune constante exprimée dans le système international. J'ai pris D égale à V fois delta T, mais je peux prendre, bien sûr, par exemple, en chimie, calculer une concentration, par exemple, molaire N sur V. Par exemple, vous voyez, je peux calculer la concentration mol par litre, micromol par millilitre, tout ce que je veux. Vous voyez que là, il n'y a pas de constante exprimée dans le système international. Là aussi, et il y en a plein d'autres formules. Donc pensez à ça, regardez, est-ce que dans la formule, j'ai une constante dans le système international qui est donnée et qu'il faut respecter pour faire le calcul. Donc si vous avez ça, eh bien, vous prenez les unités que vous avez pour D, pour V, pour delta T, comme ici, hein, si on vous dit 5 millimoles dans 100 millilitres, eh bien, vous pouvez trouver des millimoles par millilitre, si vous voulez, voyez. Puis après, on peut convertir en mol par litre, en micromol par litre, vous voyez. Moi, je parle de la conversion dans le système international, quand est-ce qu'elle est obligatoire. C'est ça le message de la leçon. Donc, ces formules ne comportent pas de constantes exprimées dans le système international. On utilise les unités qui sont données sur le texte, sauf s'il y a une indication supplémentaire. C'est-à-dire, on vous dit déterminer la concentration en mol par litre. Donc là, si vous avez 100 millilitres, vous allez les convertir en litres. Si vous avez des millimoles, vous allez les convertir en moles. Voilà, donc ça, c'est la question qui vous informe sur ça. Sinon, vous avez la liberté totale de donner l'unité que vous voulez, mais une unité bien sûr juste, pas une unité qui est fausse. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Bon courage et à la prochaine.